To dungeons deep and caverns old we must away ere break of day to find our long forgotten gold. Un mois en van, entre amis, dans le pays qui m'attire le plus au monde. Voilà ce que j'ai proposé aux trois fous, Jimmy, Samuel et Jesse, qui ont partagé cette aventure avec moi. Moi c'est Kylian, j'ai 22 ans, et je vais vous raconter jour par jour notre épopée, qui fut la plus belle expérience de ma vie. Ce documentaire s'appelle Fón. Fón, en islandais, ça veut dire espoir. J'ai découvert ce mot en regardant un animé, et je trouve que l'espoir, c'est le plus beau message que je puisse envoyer. Ici, l'espoir auquel je fais référence est celui de l'environnement et de la préservation de notre planète. C'est elle qui nous a donné toutes les merveilles que l'Islande nous a offertes, et il faut à tout prix les préserver. Il n'y a pas de mots, c'est indescriptible. Incroyable. Genre ça marque une vie. What the fuck? Mais on est où? Waouh! Le 6 mai 2023, nous décollons direction Keflavik, l'aéroport international d'Islande. Et déjà depuis l'avion, juste avant l'atterrissage, je vois quelques décors qui me font sourire. Nous récupérons Illiko Pavan, notre compagnon de voyage, un 4x4 plutôt bien équipé. Eh bien, je vous présente Pavan, c'est le van qu'on a loué tout le mois de mai pour pouvoir voyager, dormir dedans. On a un rangement sur le toit, on a une porte arrière, on a un endroit où on vit à l'intérieur, il y aura cuisine, on vous montrera juste après. Il y a l'intérieur là pour conduire devant, là Jesse il y est. Là on va rentrer, alors c'était la pièce à vivre. La petite cuisine c'est tout simple. En général là c'est on prend notre eau dans le jerrycan ou on lave la vaisselle. Le frigo qui est quand même assez grand, voilà je vais vous montrer ce qu'on a, on n'a plus grand chose mais on est quasiment à la toute fin. En général c'est beaucoup de produits frais pour le petit déj, pour les repas du midi. Tout ce qui est repas du soir, généralement, c'était des boîtes et riz féculents, pâtes, etc. mélangés avec des boîtes. Et là, c'est l'endroit où on mange. Alors, c'est tout simple. On se mettait à 4 autour ici. Le soir aussi, on jouait, on se mettait sur la table. Et quand on n'a plus envie de manger et qu'on veut dormir, vous avez pu voir, il y a une sorte de couchette en haut. C'est simple. La table, et ben on la déboîte comme ça. Et en fait, on l'enlève et ça vient ici et ça fait une seconde couchette. Et on peut dormir comme on le souhaite. On dort bien. Mais pas le temps de tout essayer. Nous allons directement à notre premier point tous remplis d'adrénaline. Le volcan Fagradalsfjöll. Le choc est total pour nous. Les paysages sont magnifiques, la mer et les fumées de lave noire du volcan encore en éruption l'année dernière forment un mélange inédit qui nous fascine tous. Nous pouvons nous approcher jusqu'à toucher la lave au bas de la coulée et monter pour apprécier le cratère et ainsi avoir un point de vue global de l'éruption. C'est une piste de ski mais noire, littéralement. Tu fais quoi aujourd'hui une piste noire?
Le dernier point de la journée, les falaises de Krzywikurberg Cliffs nous dévoilent le début des paysages maritimes qui nous feront face durant tout le voyage, mais également le début de la faune de ce nouveau climat. Cette journée rallongée de 2 heures par le décalage horaire se finit dans un camping gratuit, le seul de l'aventure, où nous passerons notre première nuit à l'intérieur de Pavan. Après une nuit agitée pour certains, la journée commence avec les bains de boue bouillonnant de Krzywick, dont émane une odeur qui nous fait penser à... Bah les œufs du matin quoi, les bons œufs durs. Ouais, l'œuf pourri, je dirais. Bonne chasse. Puis, un peu plus loin, nous découvrons les paysages de Kleifarvatn. Je suis sous le choc. C'est à peine le premier jour complet que nous faisons sur l'île, et je prends ma première claque visuelle. Légendaire. Ouais, c'est fou. What the fuck? Mais on est où? Waouh! Profitez, hein. Bordel. Le lac est exceptionnel. C'est magnifique, le temps est complètement avec nous en plus. On pourrait se dire, du coup, ouais, il filme que devant, derrière c'est moche et tout, mais pas du tout, derrière c'est des super belles montagnes. C'est incroyable. On dirait qu'il fait moche, mais en vrai, il y a un petit soleil là qui met quand même bien avec un petit peu de ciel bleu. C'est magnifique. Nous finissons la matinée à Reykjavik, une ville moderne qui n'a pas plus de charme que ça à mes yeux. Ensuite, direction le parc national de Thingvellir. Très populaire, c'est ici que l'on voit le mieux la jonction des deux plaques tectoniques. À l'ouest, la plaque nord-américaine et à l'est, la plaque eurasienne. C'est l'occasion d'observer notre première cascade, Öxarárfoss. Alors Samuel, cette première cascade. Génial, magnifique. Hein. T'as goûté l'eau, non? On est bien servi, ouais. Elle était fraîche, mais très bonne. Ok. Au lieu de la montagne. Ok. Parfaite. En soirée, nous nous dirigeons vers le cratère de Keris, un cratère très rouge avec une eau d'un bleu unique. Et nous finissons la journée dans une vallée fumante, sur un parking vide. La troisième journée commence avec notre première randonnée, objectif, la rivière chaude de Reykjadalur. Voilà, on va rejoindre les sources d'eau chaude pour se baigner.
alors qu'il fait 10 degrés dehors. Donc j'ai hâte de tomber malade. Je comprends. Marre de boue et cascades nous accompagne jusqu'à la rivière. Et une fois arrivé, c'est le soulagement et un bonheur inédit. Nous prenons ensuite la route pour la cascade de Brúararfoss, mais les sentiers indiqués par les guides et Google Maps ne sont pas accessibles, donc nous la rejoignons d'une manière plutôt atypique. Là, on traverse totalement légalement un terrain vierge pour rejoindre une cascade. Ok, et pourquoi on fait ça? Parce que les chemins initialement prévus étaient bloqués par des barrières. Très bien. Du coup, on se retrouve là, au milieu de rien, à 4 dans la pampa, quoi. Une fois arrivée, la cascade nous récompense pour la marche dans la toundra. Elle est composée d'une faille et de multiples petites chutes qui forment en son centre un courant bleu glacial. Notre épopée continue vers le seul geyser du pays, Gézir, qui est à l'origine du nom commun que l'on emploie. Il surgit toutes les 10 minutes et la taille de l'explosion est aléatoire. Nous finissons le cercle d'or, un nom donné à un cercle touristique de phénomènes naturels, avec la cascade de Gullfoss. Une cascade impressionnante par ses 2 chutes en diagonale et son débit important. Elle crée un bruit assourdissant et beaucoup de projections d'eau. Pour encore plus diversifier la journée, nous allons au canyon de Brúarlöz, où de belles formations rocheuses encadrent une rivière glaciaire. Et nous finissons avec Faxi, une cascade très large avec une petite île verte à ses pieds. Après avoir passé la nuit sur un parking de golf encore fermé à cause de la saison, nous commençons la journée avec Gjálparfoss, une cascade en V qui se jette dans un bassin rond. On pense quoi de cette cascade? Eh bien, je l'ai confondue avec une fontaine au début, je sais pas pourquoi. Mais très très belle cascade. Elle vaut le coup, Philosophiquement, ça me dit des trucs. T'en penses quoi toi, Samuel? Belle fontaine, ouais. très violente. Après une route bien cabossée, dans les hautes terres, nous arrivons à Hæðfoss, une cascade très impressionnante. Le fait de l'observer au mois de mai la rend encore plus unique, de par les couches de glace à ses pieds, sous lesquelles passe l'eau qui se jette en bas. Y a pas de mots, c'est indescriptible.
incroyable. Genre ça marque une vie. Voilà où on est, c'est exceptionnel, c'est vraiment le bout du monde, une autre planète, c'est incroyable. La cascade suivante, Sigol du Foss, est ma préférée de toute l'Islande. Le bleu qui colore le bassin, puis la rivière en bas est magnifique. La cascade est très particulière, et l'épopée pour la rejoindre la rend unique. Bah fantastique le bleu. C'est Il est encore beau, hein. une nouvelle cascade qu'on n'a encore jamais vue. Ouais, on Très atypique. s'attendait pas à ça et au final on n'est pas déçus. Hein. Ah non. Un bleu, mais j'ai jamais vu ça. On se rend pas toujours bien compte de la taille des cascades. Et encore celle-là elle est pas très grande, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Regardez la taille qu'ils font par rapport à la taille du bassin et de l'endroit. La journée des cascades continue avec Sjófafoss, une cascade avec une eau verte, toujours plongée dans un paysage extraterrestre. Nous finissons la journée avec Glugafoss, une cascade enclavée dans la roche. Nous passons la nuit au pied de Eyjafjallajökull, le volcan qui a arrêté la circulation aérienne de l'Europe en 2010 suite à son explosion. La 5e journée commence avec la montée de Sorosfell, qui donne une superbe vue sur la vallée de Þórsmörk. Nous enchaînons avec une cascade derrière laquelle nous pouvons passer, Seljalandsfoss. Sa voisine, Gljúfrabrúi, moins connue mais bien plus impressionnante, est une cascade cachée dans une ouverture dans la roche. Le canyon de Nothusagil était une expérience inoubliable. Remonter la rivière dans un canyon moussu avec des arbres au-dessus de sa tête pour arriver à une cascade au bout était un des moments les plus marquants du voyage.
tellement beau, bordel. Cette vallée fut la seule de l'aventure où nous eûmes besoin de traverser des rivières, avec Pavan, et le soleil était avec nous. Nous avons eu droit à un bel arc-en-ciel. Ça pique. Les dessous de la vie en van. Voilà, ça fait sa toilette dans la pampa avec toujours ce magnifique soleil islandais. Et là, ça fait la vaisselle. La cascade de Stigafoss, un peu plus loin dans la vallée, nous a offert de belles couleurs sous ce coucher de soleil. C'est à Stakholsgia que nous avons fini notre journée. Un canyon très vert où des grottes se sont formées et où des espèces un peu spéciales habitent. Une randonnée dans la vallée de Þórsmörk entame la 6e journée. Nous sommes au pied de 2 glaciers, Eyjafjallajökull et Mýrdalsjökull. Bah, juste incroyable, hein. Petit champ de cailloux, une montagne, juste derrière le volcan, une neige. Super paysage volcanique, ouais. Il fait très très bon, ça c'est agréable, on peut faire un t-shirt. Ouais, gros soleil. La météo est là. Resplendissant. Nous faisons ensuite un petit détour par Irafoss avant de rejoindre la cascade la plus connue d'Islande, Skogafoss. En remontant la rivière en haut de la cascade, 8 autres s'enchaînent, toutes différentes.
Avant de dormir, nous passons dans le plus vieux bain chaud d'Islande. Pour commencer la 7e journée, nous allons voir la langue glaciaire Soleimjökull. Il ne fait pas beau, mais cela la rend encore plus mystérieuse. Nous poursuivons avec la plage de sable noir de Reynisfjara, qui nous offre de très belles vagues. Voilà, je dirais situation orange en termes de risque. Tout à fait. Jessie va aller tester les vagues cet après-midi. Ouais. Des vagues, on dirait quoi, de 3 mètres 3 mètres Ah, un bon 2-3 mètres, ouais. Oh Ah, oui. ça se trouve. Ouais, ouais. Ouais. Le ciel bleu se montre pour les falaises de Dirolae, juste à côté de la plage. Nous finissons la journée à Gigagia, autrement appelée Yoda Cave pour la forme qu'elle a vue de l'intérieur. On est allé pour la première fois pour notre première nuit dans un camping. Bon, déjà c'était 16 balles par personne, bon on savait, mais ça fait mal. En plus de ça, les douches sont payantes, c'est 2 € par personne. En plus de ça, la laverie est payante et le sèche-linge est payant en plus. Donc on met nos affaires à la laverie, on met nos affaires au sèche-linge. Et qu'est-ce qu'on voit quand les affaires sortent du sèche-linge? Elles sont encore moites. Sauf qu'à l'accueil, à 23 h, quand tout était fini après notre machine, et ben il n'y avait plus personne. Donc on laisse nos affaires dans la machine, avec un petit mot, en espérant ne pas se les faire voler le lendemain matin. Et ce matin, quand on démarre, quand on revient, donc elles sont là heureusement, et il n'y a personne, donc on attend jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui ne puisse bien nous donner un token, pour qu'on puisse repayer une deuxième fois ce sèche-linge pour avoir des affaires sèches. Après une première nuit au camping mitigé, nous grimpons pour voir la cascade de Sistrafos et son lac en haut. Nous enchaînons avec le canyon de Fjarðarárgulfur. Entre cascades, pics rocheux et rivières, il est très compliqué de bien se rendre compte en vidéo de la complexité et de la beauté de celui-ci. La cascade de Stjörnarfoss clôt la matinée en beauté.
Sur la route, nous arrivons au pied du Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe, grand comme la Corse. Encore une fois, nous sommes sous le choc. La grandeur et le nombre de ces langues glaciaires ainsi que de ces pics rocheux ou couverts de glace nous donnent l'impression d'être minuscules. Nous finissons avec la cascade de Svartifos, ornée d'une couronne de basalte. Le matin du jour 9, heureusement que le cadre du réveil est là pour nous faire oublier la nuit venteuse passée. Il y a eu du vent, de la pluie, surtout du vent et tellement de vent qu'il y a une roue qui s'est levée selon certains. Rumeur, fait, on ne sait pas, on ne saura pas. Actuellement temps sec mais très froid. Et on suppose qu'il a aussi pas mal neigé parce que les sommets semblent un peu plus enneigés que jadis. Ouais, on voit ça. Sinon il prévoit de la neige jusque midi, puis du vent à 95 km/h. Ouais. Un petit peu de soleil pour finir la journée. Ok, une météo bien changeante. C'est ça, et puis que du fun hein. Ah bah on voit ça Samuel, que du fun. Que du fun, ouais. Ouais. On s'éclate là. Nous commençons la journée avec Svinafellsjökull, une langue glaciaire à côté de laquelle on se sent ridicule. C'est dans ces moments précisément que l'on se dit qu'il est important de garder au maximum la beauté de notre planète et l'habitabilité de celle-ci, en faisant notre maximum, chacun à notre échelle, pour elle. Le prochain point est Mulaglufur Canyon. Entre montagnes, falaises, glaces, couleurs vives et faune, ce canyon offre une diversité de paysages fabuleux. La deuxième langue glaciaire de la journée, Fjöllsárlón. En prime, un lac où des icebergs flottent au bout de la langue. Le vent annoncé est bien présent, je vous laisse le son de la caméra un petit peu pour le plaisir. Nous continuons avec la Diamond Beach, une plage de sable noir où des icebergs d'un lac glaciaire s'échouent avec le courant marin. Ce lac glaciaire est Jökulsárlón, les majestueux, et c'est là que nous voyons les premiers phoques de l'aventure.
Un paysage qui nous impressionne encore beaucoup. C'est comme si la nature y avait mis les bons ingrédients et que l'Islande en avait créé la meilleure des recettes. Le soir, nous assistons à un très beau coucher de soleil. Entre le bleu, l'orange, la mer et les montagnes, c'était pour moi un moment inoubliable. En nous dirigeant vers Skutafoss, nous voyons un renard polaire qui traverse la route. Impossible de sortir la caméra, car nous ne le voyons que quelques secondes. Nous enchaînons avec une randonnée dans la Golden Valley. Sa couleur si particulière vient d'un mélange de beaucoup de roches différentes. Attention, blizzard qui approche, qui touche l'ouest, le sud, le nord et les Highlands, et d'avoir des grandes précautions. Sur la route, c'est ici que nous apercevons nos premiers rennes. C'est un moment unique. Ils sont en totale liberté et ne vivent qu'à l'est du pays. Nous arrivons d'ailleurs dans les fjords de l'Est. La tempête de neige annoncée plus tôt est en effet bien présente, mais nous offre des paysages intrigants avec des fjords mystérieux et splendides. Nykurilsfoss est une belle cascade au pied des fjords. À Folaldafoss, le vent souffle tellement fort qu'il est dangereux d'ouvrir sa portière car elle risque de s'arracher. Le calme après la tempête, c'est un de mes paysages préférés de toute l'Islande qui nous est proposé par ce fjord enneigé, avec le soleil au-dessus et sa forme si particulière. C'est époustouflant. C'est merveilleux. Dernière cascade de la journée, Flögufoss. La montagne et les pics rocheux derrière donnent l'impression qu'un manoir est au-dessus de celle-ci. Afin de trouver un endroit pour dormir, nous devons traverser un fjord. C'est le moment de l'aventure le plus impressionnant à mes yeux. Il n'y a plus de route, que de la neige, un vent violent et des paysages indescriptibles.
Un peu après le sommet, nous décidons de passer la nuit dans ce paysage exceptionnel. Quelqu'un sait où on est? Genre, j'ai l'impression d'être au pôle Nord. Regardez. C'est ça la route. On est en haut d'un fjord. La 11e journée commence avec une randonnée direction la cascade gelée de Strutsfoss. Une belle journée pleine de soleil qui commence, avec de la neige sur les sommets et une belle randonnée vers Strutsfoss. Puis nous continuons avec la montée vers la cascade d'Engifoss, précédée d'un beau canyon et de petites cascades. La journée se finit avec Fardagafoss, une cascade au cœur de la neige qui offre une vue magnifique sur la vallée et les montagnes autour. Nous décidons de passer la nuit ici. Le jour 12 est la plus belle journée que nous avons eue de tout le mois. Et nous l'entamons avec la deuxième cascade portant le nom de Heifoss, l'eau slalom entre les trous dans une roche extrêmement polie. Un peu plus bas dans le fjord, la cascade de Gufufoss sur laquelle on peut aller en haut et en bas se situe. On peut voir tranquillement des découpères en t-shirt parce qu'il fait super beau au pied de la cascade. Magnifique cascade. Et au milieu d'un fjord de neige complètement neigé. Le village coloré de Seisisfjörður est un coup de cœur des fjords de l'Est.
il fait tellement beau que nous en profitons pour prendre l'apéritif en bord de rivière avant de reprendre la route vers les fjords enneigés. Le dernier point de la journée, Cliff Breccu Fossard, est une cascade en escalier où nous passerons d'ailleurs la nuit. Après avoir quitté le fjord enneigé, nous nous rendons près d'un port sur une colline à Makarö. Cet oiseau emblématique d'Islande est plutôt atypique entre son bec coloré et son vol chaotique. La randonnée vers Stururs fut la plus dure du voyage. Non pas par son dénivelé ou sa distance, mais par le fait que plus de la moitié de la randonnée se faisait dans la neige. Petite vue panoramique sur 2 fjords. Un. Petite montagne, petit fjord. 2. Stururs est une montagne éboulée en son centre. Nous sommes à la moitié du séjour et comme prévu, Samuel s'en va. Il prend un avion pour Reykjavik, puis retourne en France. Mais pour nous, l'aventure continue. L'Islande est un pays avec énormément de moutons, mais en mai, la majorité sont encore en enclos.
Direction Stuzlagill Canyon, un canyon avec d'énormes colonnes de basalte. Ensuite, nous traversons une tempête de sable pour nous rendre vers le nord du pays. C'est très impressionnant. Nous finissons la journée à Dettifoss, la cascade avec le plus de débit d'Europe. Ces projections créent d'ailleurs des arcs-en-ciel continus. Non mais là on est sur la ligne. Après une nuit venteuse, nous nous réveillons dans un paysage complètement extraterrestre. Nous en profitons pour faire une randonnée vers la montagne la plus rouge d'Islande, Rauðsólar. Les formations de basalte ainsi que les couleurs vives donnent beaucoup de charme au lieu. À Asbyrgi, nous sommes le plus au nord de notre vie et du séjour. Une ancienne langue glaciaire fondue a donné cette cuvette pleine de faune et de flore et bordée par de grandes parois rocheuses. C'est d'ailleurs dans le Visitor Center de cette réserve naturelle que je découvre cette belle phrase. Among the biggest mistakes the human race has made and still makes partially is thinking that natural resources are unlimited. En rejoignant à nouveau la dorsale et donc l'activité volcanique, nous nous arrêtons à Rverir. C'est parmi les plus désagréables expériences du séjour. Le vent souffle à 80 km/h environ et l'endroit est un désert. Nous avançons donc avec du sable qui nous fouette le visage et, pour couronner le tout, les vapeurs et mares de boue qui émanent du site sentent horriblement mauvais et nous arrivent directement dessus également. Ouais. Un petit mot sur la tempête qu'on est en train de vivre depuis 2 jours. On mange du sable, c'est pas très agréable. Assourdissante. Et bon, secoue, hein, ça secoue. On a l'impression d'être en un bateau qui tangue. Et à tout moment, quand on dort, on
pas loin, l'Air New Cour offre différents autres paysages géothermiques. Le cratère Krafla est un lieu magnifique. Le bleu qui le compose et la glace autour, grâce à la saison, le rendent presque irréel. Pour rejoindre notre second camping au bord du lac Mývatn, nous traversons la tempête de sable en voiture. La grotte souterraine de Grotjagia est remplie d'eau chaude, même trop chaude pour se baigner. La montée vers le sommet du cratère Verfall est très compliquée avec le vent de face, mais le cratère et la vue sur la région du lac Mývatn valent le détour. Les formations de basalte du champ de lave de Dimmu sont uniques au monde. Elles sont dues à d'anciennes remontées d'eau sur la lave suite à une éruption. La presqu'île de Höfdi donne un peu de verdure dans ces paysages déserts. La région regorge d'une avifaune très variée. Un peu de calme dans les arbres, ça fait du bien. Et ça fait plaisir. Au milieu de cette tempête. Scutus Tazagigar est un ensemble de petits cratères formés par les projections d'une éruption. Nous quittons la région en direction de Guðafoss, littéralement la cascade des dieux. Les routes du Nord slaloment entre montagnes et fjords. Elles offrent des panoramas exceptionnels. Nous finissons la journée avec la visite d'Akureyri, la grande ville du nord de l'Islande.
Le matin du 17e jour, nous sommes très excités. Nous allons voir les baleines. L'excursion dure 2h30 sur un ancien bateau de pêcheurs. Les combinaisons sont obligatoires tellement il fait froid à bord. Nous avons de la chance, le temps est idéal pour profiter un maximum. Ça va les gars? Ça va très très bien. Incroyable. The weather is nice. Weather is nice. Et nous avons pu voir 3 baleines à bosse. L'après-midi, nous faisons une grande portion de route pour rejoindre le nord-ouest du pays. Notre premier point de la journée est Rvitserkur. La légende raconte qu'il s'agit d'un troll pétrifié au lever du soleil. Nous enchaînons avec Koluglufur Canyon, dont l'eau est très verte. La cascade en amont crée des arcs-en-ciel qui rendent le lieu encore plus beau. Le soir, nous allons dans les bains chauds de Drangsn. C'est notre entrée dans les fjords de l'Ouest. Le vent souffle à 110 km/h quand nous rentrons dans les bains, mais quel plaisir d'être au chaud, au bord de l'océan Arctique. Petit ressenti de Jessie sur ce qu'on est en train de vivre là? Bah c'est choquant parce qu'on vient de se réveiller il y a genre 5 minutes là. Ah ouais? Mais ça a pas de sens. Tu voudrais dire que là il y a l'océan? Ouais. C'est le calme après la tempête là. Pour le coup ouais, la tempête on l'a eu hier soir. Voilà. Et on est dans un bain chaud. Rien que pour nous. Nous continuons notre route à travers les magnifiques paysages des fjords de l'Ouest. Nous nous rendons ensuite aux cascades de Lambagilseyrar.
voyons 2 cascades complètement retournées par le vent en nous rendant à la plage rouge de Raosi Sandur. Et nous finissons la journée par les terres les plus à l'ouest de l'Europe, l'Atrabjarg. C'est ici que vit une colonie de pingouins torda. C'est également ici que nous faisons face aux plus fortes rafales de vent de l'aventure, au point où avancer à plat ventre est parfois nécessaire pour ne pas chuter. Le soir, en cherchant un endroit pour dormir, nous vîmes un deuxième renard polaire que nous avons même pu prendre en vidéo grâce à une GoPro sur le pare-brise. C'est un animal originaire d'Islande qui est soit noir soit blanc en fonction des individus. La cascade de Fjósfjörður se jette directement dans la mer. Les moutons, le ciel bleu et le calme ambiant rendent l'endroit très bucolique. Nous nous enfonçons encore un peu plus dans les fjords de l'ouest pour aller voir la cascade d'Ingjandi, autrement appelée le voile de la mariée. Elle est beaucoup plus impressionnante de près et c'est à couper le souffle. Il y a plus de cascades que je ne peux en compter sur mes doigts. Une randonnée au bord du lac Vatnsdalsvatn nous mène à une belle cascade et nous permet déjà de dire au revoir aux fjords de l'ouest. Étant la partie la plus éloignée et la moins touristique, c'est ici que nous avons trouvé le plus de calme.
Le matin du 21e jour, un pigargue à queue blanche passe au-dessus du van lorsque nous nous rendons à Selvala-la-Fosse. C'est très impressionnant. Nous entrons dans la péninsule de Snaefellsnes, qui est considérée comme un condensé d'Islande. Mais la météo n'est pas avec nous ce jour-là. L'arrêt suivant est Kirkjufell, une montagne très connue d'Islande pour sa forme particulière et la cascade à sa base. Prochain point, sous la seule éclaircie de la journée, Berjarfoss à Ólafsvík. Et avant de passer la fin d'après-midi à jouer dans le van à des jeux de société, nous finissons avec Svøzufoss. La nuit passée, c'est avec un grand soleil que nous montons à Saxhol-Krater, qui donne une vue impressionnante sur l'océan Atlantique et Snæfellsjökull, le glacier voisin. Nous nous rendons ensuite à Djupalósandur, et c'est un coup de cœur pour moi. Le glacier, la mer, le champ de lave, les formations basaltiques et le sable noir donnent raison au surnom de condensé d'Islande. Nous continuons le tour de la péninsule avec les falaises et formations rocheuses de Londrangar. Le petit port d'Arnastapi nous offre une belle surprise. C'est ce couple de phoques qui nous fait une belle danse en duo. L'étroit canyon de Ráusfellsgia, au cœur de la montagne, nous donne toujours ce sentiment d'aventure et de découverte. Les gars,
Un petit mot pour cette belle journée ensoleillée? C'est plaisir. Ouais, bah, magnifique, splendide. Par au vent de 110 km/h, on prend. Hein. Pareil au début d'hier, on prend. À Itritunga, nous pouvons observer deux espèces de phoques qui se posent sur les rochers au soleil, les phoques communs et les phoques gris. En sortant de la péninsule, nous allons voir le mur de basalte Gerzuberg Cliffs et le cratère Elborg. La cascade Glani ouvre la 23e journée. Elle est large et chaotique. Lucie, un petit mot sur la journée qui s'annonce? Ouais. On a hâte. En plus, on est en pleine forme physiquement. Ah bah en plus on a bien dormi. Et on est même pas malade. On est même pas malade. Donc top. Là vraiment la meilleure journée de mois je pense. Ah, je pense aussi, hein. Nous enchaînons avec Grabrock, un cratère autour duquel il est possible de marcher. La cascade de Raunfossar est très particulière. En effet, aucune rivière ne vient en amont, l'eau arrive de sous terre avant de s'écouler le long de la paroi. Juste à côté se trouve Barnafoss, une cascade avec une belle arche. Comme il ne fait que pleuvoir, nous nous réfugions sous terre, dans la plus grande grotte de lave du pays, Surtselir. Il y a plus de 2 km de galerie, et nous sommes tout seuls dans le noir, c'est très impressionnant. Là alors on a dans un premier temps quelques os par ici, Ouais. avec un bout de barre de métal. Ouais. Juste un peu plus loin sur la droite il y a d'autres os, c'est de sacs de poubelle qui viennent ensevelis sous les roches. Et Pas du coup, trop. qu'est-ce qu'on suspecte? Un meurtre, Tout simplement. tout simplement. Non, c'est pas vrai. Jamais venu ici. Non, par contre, c'est carrément flippant. Par contre on check vraiment.
L'Islande possède sa propre espèce de chevaux, l'Islandais. Ils sont plus petits et possèdent 5 allures. Nous effectuons ensuite une longue randonnée vers la chute d'eau Glymur. Cette cascade se jette plus de 250 mètres plus bas dans un canyon. C'est la fin du voyage déjà. Le dernier jour avant de rendre le van. Plein de belles choses qui nous sont arrivées. Incroyable road trip, incroyable séjour. Plus beau voyage de ma vie, ça c'est sûr. Tellement de choses que j'espère jamais oublier. Nous quittons ensuite l'ouest du pays pour retourner à Reykjavik. La boucle est bouclée et le lendemain, nous devons rendre Pavan et aller à l'aéroport. Après avoir dit adieu à Pavan, nous nous rendons à l'aéroport. Il est minuit sur ce plan et la nuit peine à tomber. Nous embarquons à minuit 45 et pendant le vol, j'assiste au plus beau coucher et lever de soleil de ma vie. Et c'est la meilleure fin pour clore cette aventure. Bonjour, merci beaucoup d'avoir regardé ce documentaire, vraiment c'est une grande aide pour moi. Si vous avez n'importe quelle question à me poser, aussi bien sur le voyage que sur le documentaire, vous avez tous mes réseaux qui s'affichent. Pour me soutenir, il y a 2 moyens, le premier, et c'est le plus important, c'est de partager un maximum cette vidéo. Le second, c'est si vous connaissez une entreprise ou une association qui serait prête à, pourquoi pas, m'accompagner lors de mes prochains voyages, leur parler de ce que je fais, ça pourrait être une grande aide. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé et surtout n'hésitez pas à partager.